Merci. Oh, là. Je savais que ça ferait bizarre. Ça fait bizarre. Est-ce que votre enfant répond à son prénom? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre enfant était sourd? Ouais. Est-ce que votre enfant sourit en réponse à votre visage ou à votre sourire? Non. Est-ce que parfois votre enfant regarde dans le vide? Ou est-ce que son regard erre sans but? Ouais. Je me souviens parfaitement de ce samedi matin de janvier 2014. Je suis seule au bureau et je me décide enfin à faire un test en ligne, un test destiné aux parents qui ont un doute sur l'autisme de leur enfant, un test canadien. Je me souviens de ce jour où j'ai compris que j'avais un enfant TED, trouble envahissant du développement, que j'avais un enfant TSA, trouble du spectre autistique. Ce jour-là, le sol s'est ouvert sous mes pieds. Je m'appelle Anne, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Yume, un petit garçon autiste qui n'avait pas 2 ans en janvier 2014. L'autisme a déboulé dans notre famille avec une quantité incroyable de questions et avec en face très peu de réponses. L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme n'est pas un trouble. L'autisme n'est pas une déficience intellectuelle. L'autisme n'est pas un déficit social. L'autisme n'est pas un trouble comportemental. L'autisme n'est pas un trouble obsessionnel. L'autisme n'est pas un trouble émotionnel. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien ce que c'est que l'autisme. La définition qui est donnée à l'autisme aujourd'hui, c'est l'autisme est une différence neurologique, une intelligence focalisée, une variation génétique du traitement de l'information. L'autisme, c'est un cerveau connecté différemment qui confère une gestion différente de la perception. Énormément de rumeurs circulent sur l'autisme. Les vaccins, première cause, les écrans, une maladie contractée pendant la grossesse, le manque d'amour de la mère, qui est souvent encore désignée comme grande responsable de l'autisme de leur enfant, avec, comme vous pouvez l'imaginer, les dégâts que ça peut causer sur une maman. L'autisme en France est très peu considéré. Pourtant, une naissance sur 100 est concernée. Le diagnostic moyen tourne autour de 7 ans, ce qui est extrêmement tardif. Aujourd'hui, on est capable de diagnostiquer l'autisme chez des bébés de moins d'1 an, au Canada notamment. Diagnostiquer un enfant tout petit est déterminant. Les connexions synaptiques ne sont pas encore faites. Et il est à ce moment-là très important de mettre en place les méthodes, les outils adaptés pour que l'enfant soit intégré dans une approche éducative, comportementale et développementale appropriée. Plus on attend, plus on reste dans l'incertitude, plus les comportements dits appropriés se creusent, plus l'inclusion est difficile, douloureuse. Alors pour nous, en janvier 2014, malgré notre fragilité, il a fallu avancer. Mais on ne savait pas comment, on ne savait pas comment faire. Ce qu'on voulait faire, c'était pouvoir communiquer avec notre petit bonhomme. Et ça, c'était pas facile. Parce qu'il paraît qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. Alors nous avons plongé, sauté, totalement, éperdument et sans hésiter dans l'autisme.
cette grande inconnue qu'est l'autisme, la neurodiversité et la différence. Nous nous sommes assez naturellement tournés vers notre médecin généraliste, qui nous a guidés vers la bonne personne. Je crois qu'on a eu de la chance à ce moment-là de tomber sur lui, un médecin généraliste sensibilisé à l'autisme. Quand on sait qu'aujourd'hui, pendant les 7 ans d'études de médecine générale, un temps complètement désuet et dérisoire est accordé à l'autisme. Puis nous avons rencontré Carole, qui est pédiatre, qui nous a accompagnés au début de notre chemin. Nous avons pu, grâce à elle, à sa détermination assez impressionnante, rencontrer les spécialistes du CRA, le Centre Ressources Autisme, qui est la porte d'entrée du diagnostic autistique en France. Nous avons obtenu ce rendez-vous 4 mois après avoir compris. La liste d'attente d'un rendez-vous au CRA, aujourd'hui, est supérieure à 2 ans. Nous avons obtenu ce rendez-vous grâce à la volonté de Carole et aussi parce que mon fils était extrêmement jeune et qu'ils étaient impressionnés de rencontrer un enfant aussi jeune. C'est incroyable. En parallèle, pour nous, il a fallu accepter. Accepter d'avoir un enfant différent, accepter que nos vies le seraient désormais. Quelle vie pour lui? Quelle vie pour nous, ses parents? Quelle vie pour sa grande sœur, Anoki? Quelle vie pour notre famille? Quelle vie pour notre famille? Quelle vie pour notre environnement? Ensuite, le chemin a commencé. Le combat s'est engagé. Avec la ferme intention que Yumé serait un jour autonome, qu'il aurait sa vie, une vie bien à lui. Je parle de combat volontairement. Un combat épuisant, un combat épineux, un combat injuste, et émotionnellement très fort. Un combat parce que nous avons dû mettre en place les outils hors du système public qui étaient trop lents à aider notre fils. Trouver des méthodes, trouver des thérapeutes adaptés. Pour nous guider dans la gestion des crises et dans les situations angoissantes pour Yumé. Un combat parce que nous devons lutter et lutter tous les jours. Comme par exemple pour que Yumé soit et reste scolarisé dans une école normale. Pour que la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, l'éducation nationale, la médecine publique, lui reconnaissent le droit d'être un petit garçon. Un petit garçon neuroatypique dans un monde de neurotypiques. Dans tout ça, un mot revenait sans cesse et comme une évidence. Ce mot, c'est inclusion. Un combat aussi avec sa part d'échec. Nous vivons des situations incroyables, comme par exemple obliger notre fils à passer en CP. Parce qu'il a 6 ans, parce qu'il a l'âge et parce que c'est comme ça. Un combat que nous ne devrions pourtant normalement pas mener. Parce qu'en France, ce ne sont pas les parents, ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas l'équipe éducative, ce n'est pas l'équipe des thérapeutes. Ce ne sont pas les gens qui côtoient, qui voient tous les jours mon petit bonhomme qui décident. Non.
C'est une commission administrative de la maison départementale des personnes handicapées, qui ne l'a jamais rencontré, qui ne connaît quasiment rien à l'autisme, qui décide pour lui et qui décide pour nous. Ça a quelque chose d'hallucinant. C'est pour moi une forme d'exclusion programmée, parce que je suis désespérée de sa probable exclusion du système scolaire à terme. Parce que c'est cette même commission qui un jour nous dira que mon fils ne peut pas aller dans la classe supérieure parce qu'il n'a pas le niveau. Je pourrais aussi vous dire que Yumé a été victime de discrimination par son enseignante en grande section, déjà. Nous l'avons changé d'école. Alors pour moi, c'est là. C'est là qu'est notamment mon combat, notre combat, c'est l'inclusion. Parce que oui, je veux que Yumé aille à l'école. Je veux que Yumé ait des copains. Je veux que Yumé fasse du sport. Je veux que Yumé fasse des études. Je veux que Yumé ait un travail. Je veux que Yumé ait sa vie bien à lui. Un combat, mais aussi une aventure. Jalonnée de réussites magiques et de rencontres extraordinaires. Carole, la pédiatre dont je vous ai parlé, Catel, la psychomotricienne, Magali, l'orthophoniste, Margot, la psychologue, Caroline, la directrice de l'école, Angélique, l'AVS, Linda, une de nos plus belles rencontres, qui est devenue thérapeute ABA, je pense peut-être un petit peu grâce à Yumé. Avec l'inclusion, notre second moteur, c'est l'optimisme. Nous sommes, son papa et moi, extraordinairement confiants dans l'avenir de notre fils. Yumé va bien. C'est un petit garçon de bientôt 7 ans. Il est intelligent, il est malin, il est espiègle, il fait des blagues. Il parle tout le temps. On nous avait pourtant dit qu'il serait probablement non-verbal. Il est gourmand aussi. La plupart des autistes ont de très grosses difficultés alimentaires. Une des bases principales de son alimentation est la crêpe beurre-sucre. Il fait des progrès. Il fait des progrès incroyables tous les jours. Nous sommes allés chercher Yumé pour qu'il vive dans ce monde plus facilement. Lui aussi est venu me chercher. Il est venu me chercher moi, en tant que mère, en tant qu'être humain. Il m'a bousculée. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, peut-être pas entrepreneur non plus. Sans lui, sans l'autisme, la différence et la neurodiversité. Connaissez-vous Alan Turing? Je vois qu'il y en a plusieurs qui connaissent. Ce mathématicien qui a décrypté Enigma et sauvé des millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, il a été traité par électrochoc et camisole chimique pour guérir de son homosexualité. C'est dérangeant d'entendre ça aujourd'hui, hein.
c'est même révoltant. Pourtant, c'est encore avec des méthodes comme ça que l'on traite aujourd'hui et qu'on pense guérir l'autisme en France. On est autiste. On ne devient pas autiste. On est autiste. On ne devient pas autiste. On ne guérit pas avec des médicaments. Mais on accompagne, on scolarise, on inclut. On aide une personne autiste à optimiser et à développer son potentiel. La différence est pour moi une forme de richesse absolue. Elle est un moteur. Elle est arrivée dans ma vie, j'ai pas eu le choix. Mais j'en suis vraiment très heureuse. C'est arrivé un matin de janvier 2014. Dire des autistes qu'ils sont dans leur bulle est trop réducteur. Le monde sensoriel des autistes est plus intense. Certes, ils sont connectés différemment, mais ils sont véritablement connectés au monde. Yume ne sait pas faire ses lacets. Par contre, il a une hypersensibilité au niveau du son. Il est capable de reconnaître et de décrypter une quantité incroyable de sons. Nous pensons détecter une très probable grande sensibilité à la musique. Notamment au morceau Beat It de Michael Jackson. Quand on entend beaucoup à la maison, c'est sympa, mais c'est lourd avec la crêpe beurre sucre. Alors je rêve. Je rêve pour Yume demain. Je rêve pour les autistes aujourd'hui d'un monde professionnel ouvert. Comme le font déjà des entreprises comme SAP en Allemagne, plusieurs grandes entreprises de la Silicon Valley. Ou plus près de nous, à Rennes, des restaurants comme Joyeux. Ou plus récemment, Bottega Mati, qui ont compris l'intérêt et la richesse d'embaucher des personnes avec autisme. Notamment pour leur capacité cognitive développée, leur hypersensibilité, leur souci du détail et leur sens de l'éthique. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Ça vous dirait de changer votre regard, d'intégrer, de valoriser et d'oser la différence dans vos équipes et dans vos entreprises?